Bonjour et bienvenue au cours d'immunologie intitulé Introduction à l'immunologie, méthodes et applications médicales. Ce cours est le prolongement du cours Introduction à l'immunologie, aspects fondamentaux. Il sera donné par deux collègues, Claudine Neyen et Adrien Duval. L'objectif de ce MOOC est d'appliquer vos connaissances en immunologie à des questions de santé humaine, notamment à la vaccination, les allergies, les maladies auto-immunes, la transplantation ou encore l'immunothérapie. Dans ce cours, vous comprendrez comment le système immunitaire, bien qu'essentiel pour lutter contre les infections, est impliqué dans de nombreuses pathologies. En effet, une activation inappropriée ou chronique du système immunitaire a souvent des conséquences fâcheuses, causant des allergies ou des maladies auto-immunes. De plus, le système immunitaire peut s'opposer au transfert de greffe d'un individu à un autre. Mais heureusement, les chercheurs ont développé des approches thérapeutiques d'immunosuppression pour prévenir son activation lors des greffes. Enfin, le système immunitaire peut s'avérer être un outil précieux pour lutter contre certaines maladies, comme le cancer. Ainsi, au travers de l'immunothérapie, on domestiquera certaines propriétés du système immunitaire pour éliminer les tumeurs. Dans ce cours, vous allez aussi découvrir les principales techniques immunologiques. Le test ELISA, le Western blot et la cytométrie de flux, encore appelée FACS, vous seront présentés. Ce cours se déroulera de la même manière que sa première partie. Chacune des 6 semaines du cours comprendra 1 à 5 vidéos à regarder. Chaque vidéo est suivie de petits quiz qui vous permettent de vous assurer de votre progression. À la fin de la semaine, il y aura un exercice plus important en ligne qui servira de base à votre note. Dans cet exercice, nous vous poserons des questions reprenant les aspects vus dans la leçon en cours et dans les leçons précédentes. Selon notre point de vue, il est indispensable que vous réussissiez bien ces exercices avant de passer à la leçon suivante. Nous estimons que la charge de travail liée à ce cours sera de 5 à 7 heures par semaine. Avec Claudine Neyen et Adrien Duval, nous espérons avoir éveillé votre intérêt pour l'immunologie médicale. Nous nous réjouissons de vous accueillir dans ce deuxième volet du cours Introduction à l'immunologie et vous souhaitons un parcours enrichissant. Bonjour et bienvenue au cours d'immunologie intitulé Introduction à l'immunologie, méthodes et applications médicales. Ce cours est le prolongement du cours Introduction à l'immunologie, aspects fondamentaux. Il sera donné par Claudine Neyen et Adrien Duval. Claudine Neyen vous présentera dans le cours 9 certaines des méthodes utilisées en immunologie, comme le FACS. Les cours 10 à 14 donnés par Adrien Duval ou Claudine Neyen vous permettront d'appliquer vos connaissances en immunologie à des questions médicales. Ainsi, vous verrez successivement le rôle du système immunitaire dans la tolérance et l'auto-immunité, les hypersensibilités, la transplantation, la vaccination ou encore l'immunothérapie. Bonjour et bienvenue à tous pour ce cours d'immunologie. Nous sommes au chapitre 9, méthodes en immunologie. Ce cours sera donné par ma collègue Claudine Neyen, chercheuse en immunologie. Bonjour à tous. Ce cours vous permettra de comprendre les bases de quelques techniques immunologiques les plus courantes. Elles sont utilisées non seulement en recherche fondamentale, mais aussi dans le domaine du diagnostic médical ou encore des immunothérapies. Et nous en verrons quelques exemples. Nous allons découvrir 4 volets méthodologiques. Premièrement, les anticorps, qui sont des outils versatiles et centraux utilisés dans la plupart des applications immunologiques.
Ensuite, deux méthodes clés d'identification et de quantification d'antigènes, qui sont l'ELISA et le Western blot. Ces méthodes permettent de détecter des antigènes à partir de mélanges protéiques complexes, comme par exemple le sérum humain ou des surnageants de culture cellulaire. Ensuite, deux méthodes de quantification des réactions immunitaires cellulaires, le test de cytotoxicité, qui est basé sur la capacité des cellules T cytotoxiques ou des cellules NK à lyser les cellules infectées, et le test de prolifération, qui lui vise à quantifier la division cellulaire suite à l'activation des cellules B ou T. Finalement, nous allons voir comment identifier, caractériser et purifier divers types cellulaires. Ceci se fait par cytométrie en flux et par fax. Les anticorps ou encore les immunoglobulines, et particulièrement les IgG, ont de nombreuses applications thérapeutiques en recherche et dans le diagnostic. On distingue les anticorps monoclonaux, qui, eux, reconnaissent un seul épitope d'un antigène donné. Ensuite, les anticorps polyclonaux, qui reconnaissent de multiples épitopes sur le même antigène, donc qui sont un sérum, un mélange d'anticorps. Et on peut aussi produire les anticorps dans différentes espèces, par exemple en souris, lapin, âne, poule ou chèvre, pour en nommer les plus courantes. Et dans ce cas, les anticorps se distinguent par leur partie Fc, la partie constante de l'anticorps. On distingue anticorps primaires et secondaires en fonction de la classe d'antigènes reconnus. Les anticorps primaires reconnaissent directement un antigène quelconque. Par exemple, une immunoglobuline murine anti-ovalbumine reconnaîtra l'albumine de poule. Ensuite, les anticorps secondaires reconnaissent la portion Fc d'un anticorps d'une espèce différente. Par exemple ici, une IgG monoclonale de lapin anti-souris reconnaît la portion Fc de l'anticorps souris. Finalement, les anticorps peuvent être couplés à des molécules fluorescentes ou à des effecteurs, par exemple des enzymes comme la peroxydase. Nous allons voir par la suite à quoi ce couplage peut être utile. Une première application faisant appel à tous ces types d'anticorps est l'ELISA. Il s'agit d'un essai sur microplaques qui sert à détecter et quantifier des molécules à partir de mélanges complexes. Par exemple, on peut détecter des peptides ou des protéines ou des hormones à partir de sérums ou de surnageants de culture cellulaire. Comment est-ce que ça marche? Alors, l'antigène est immobilisé sur le fond de la plaque. Ensuite, un anticorps spécifique de l'antigène est ajouté pour le détecter. Et l'enzyme couplée à cet anticorps permettra de catalyser une réaction colorée qui peut être quantifiée à l'aide d'un spectrophotomètre. À quoi ressemble un ELISA? Voici une microplaque d'ELISA dont les deux premières colonnes ont été remplies d'une dilution en série d'un standard pour justement établir la courbe étalon. Le restant de la plaque contient des échantillons avec une quantité inconnue d'antigènes. Vous pouvez apprécier les différentes teintes de bleu dans ces puits qui correspondent à des concentrations plus ou moins élevées d'antigènes. Il existe différents cas de figure qui permettent d'optimiser encore la capacité de détection d'un ELISA. D'abord, la capture d'antigènes peut être directe ou indirecte. Dans la capture directe, ici à gauche, le mélange entier contenant l'antigène est absorbé à la plaque. Ceci marche bien pour des antigènes assez abondants. Pour les antigènes moins abondants, on utilise la capture indirecte. Dans ce cas, on a immobilisé un anticorps spécifique de l'antigène sur la plaque qui permet d'enrichir l'antigène à partir du mélange. Comme l'antigène finira sandwiché entre deux anticorps, on appelle cette méthode encore le sandwich ELISA. Ensuite, la détection peut être directe ou indirecte aussi. Lors de la détection directe, l'anticorps utilisé à détecter l'antigène est directement lié à l'enzyme. Ceci n'est pas très efficace s'il y a très peu d'antigènes présents. Dans ce cas, on utilise un deuxième anticorps, un anticorps secondaire couplé à l'enzyme, qui s'y liera à l'anticorps primaire, et ceci permet d'amplifier le signal. Finalement, la quantité d'enzymes fixée à l'antigène, de manière directe ou indirecte, permet de catalyser la réaction de substrat, qui sera directement proportionnelle à la quantité d'antigène. Si vous aimeriez voir en détail et en animé les différentes étapes d'un ELISA, je vous invite à regarder la vidéo liée à ce cours. Analysons maintenant une application d'ELISA. Par exemple, nous aimerions comparer la quantité de cytokine IL-2
dans le surnageant d'une culture de cellules T au repos par rapport à celle d'une culture de cellules T activée. L'IL2 étant assez rare dans le mélange, nous allons utiliser un ELISA en sandwich. Les puits sont couverts d'anticorps anti-IL2 pour capturer l'interleukine du surnageant cellulaire. Un anticorps primaire spécifique de l'IL2 et un anticorps secondaire couplé à l'enzyme, voici, ont été utilisés pour détecter l'IL2 capturé. Après réaction de substrat, nous avons reporté la densité optique de chaque puits sur la courbe étalon qui, elle, a été établie avec de l'IL2 pur recombinant. Ceci nous permet de calculer la quantité exacte d'IL2 dans nos échantillons. Il en résulte que les cellules T activées produisent significativement plus d'IL2 que celles qui étaient au repos. Passons maintenant au Western blot. Il s'agit d'un essai de détection de protéines en phase solide qui permet de détecter et de quantifier des protéines et de caractériser même leurs modifications post-traductionnelles, par exemple la phosphorylation. Vous pouvez voir ci-contre un exemple de Western en deux parties, celle du haut montrant la protéine d'intérêt et l'autre en bas le témoin de charge. Usuellement, on prend une protéine abondante comme l'actine. Ceci permet de normaliser le signal. Alors, comment est-ce que ça marche, un Western blot? On commence par séparer un mélange de protéines par gel d'électrophorèse et ensuite on le transfère sur une membrane de nitrocellulose, notre blot ici. Donc la protéine d'intérêt est immobilisée. Un anticorps spécifique de l'antigène recherché est ensuite ajouté afin de détecter l'antigène, ici. Ensuite, un anticorps secondaire, qui est lui couplé à une enzyme, vient se fixer à l'anticorps primaire. L'enzyme catalyse une réaction luminescente qui peut être visualisée sur film. La membrane est exposée à un film en chambre noire et les endroits où la protéine d'intérêt était localisée émettront de la lumière qui va noircir le film. Donc plus on a de protéines, plus les bandes apparaissent noires et larges.